Les musulmans font aujourd'hui pleinement partie du paysage social, culturel et spirituel de notre pays. Présents en France depuis plusieurs générations, leur diversité de parcours, de pratiques et d'engagement reflète l'évolution de la société elle-même. Pourtant, la place de ces citoyens reste au cœur de débats passionnés qui révèlent les défis du vivre ensemble. Pour bien saisir une réalité plurielle et profondément ancrée dans l'histoire nationale, il faut dépasser les regards réducteurs. Une vision plus juste et apaisée à laquelle les jeunes générations accèdent plus facilement que leurs aînés. Pour beaucoup de plus jeunes, des gens qui ont 20 ou 30 ans aujourd'hui, la question de l'islam, la question de porter un foulard, la question d'une appartenance ou d'une pratique religieuse ne fait pas forcément problème, ou beaucoup moins en tout cas sans doute, que des générations antérieures. Aujourd'hui, la société française a une dimension musulmane. Elle a une dimension, aujourd'hui, il y a, on va dire, 4-5 millions de Français qui sont soit de familles musulmanes, soit eux-mêmes croyants, sans parler des convertis. Et cette proximité qu'on pourrait penser plutôt comme un facteur d'apaisement, est aussi un facteur de friction. C'est parce que quelque part ils sont devenus français. Le politiste Bruno Etienne avait une très belle formule. Il disait « les musulmans sont anormalement normaux ». C'est une façon de dire les musulmans sont encore plus français que les Français. Mais comme ils sont encore plus français que les Français, cette distance s'est réduite et donc l'islam sert à créer, justement, à recréer une distance. L'islam en France, maintenant, fait partie du paysage. Hein. Et il est clair que il y a des musulmans en France, il y a des femmes voilées dans les rues, il y a des gens comme ça qui pratiquent l'islam au quotidien, quoi, et qui font partie de la société française. Plus les musulmans sont des acteurs à part entière de la société française, plus ils ont l'air de faire problème. Par rapport à l'islam et aux musulmans, il n'y a pas simplement le fantasme du grand remplacement, il y a surtout aussi, qu'on voit beaucoup chez les politiques français, le fantasme du grand remplacement des élites françaises. Ah, il y a de plus en plus de musulmans qui réussissent dans le sport, dans la variété, dans le journalisme, dans la médecine et en politique. Vous savez, dès qu'un politique, entre guillemets, d'origine marocaine, algérienne ou de famille musulmane né en France est d'accord avec la majorité, ah c'est bien, c'est un bon Français. Dès qu'il fait une petite critique qui n'a rien à voir avec son identité musulmane, pourtant, on le ramène très souvent à son appartenance communautaire musulmane. Pour comprendre le regard porté sur l'islam dans l'Hexagone, il est nécessaire de se replonger dans l'histoire. Au-delà de la longue présence musulmane dans le sud-ouest de la France au Moyen-Âge, c'est surtout la période coloniale qui va durablement marquer la représentation de l'islam et des musulmans dans l'imaginaire collectif. Une période qui a instauré des rapports de domination et d'islamophobie, certes, mais qui a aussi engendré des circulations et des échanges humains, culturels et religieux, fructueux et durables. La colonisation continue cependant de peser sur les représentations et les mémoires collectives. L'Europe impériale, colonisatrice, va très largement instrumentaliser la religion musulmane comme marque d'infériorité. Pour justifier la domination coloniale, on va aussi passer par le vecteur religieux en présentant les musulmans comme porteurs d'une religion arriérée, archaïque, qu'il faut donc civiliser. Et l'époque coloniale, même si elle a été très différente selon les pays, ce contexte colonial, malgré tout, va vraiment imprégner notre rapport d'aujourd'hui à l'islam et aux musulmans. Quand la France a dominé des territoires dont la majeure partie de la population était de religion musulmane, elle s'est trouvée confrontée à une nécessité de dominer ces populations et donc de stigmatiser la religion que ces gens pratiquaient. Une vision de l'islam comme étant une religion particulièrement obscurantiste, dont les fidèles étaient fermés à tout progrès, à la notion de raison, et qui étaient uniquement des fanatiques. Après la période coloniale et les indépendances, les liens entre la France et les pays musulmans se sont prolongés à travers l'immigration économique des Trente Glorieuses.
Dans un contexte de reconstruction et de forte croissance, la France a largement fait appel à une main-d'œuvre que l'on pensait temporaire, venue notamment d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne et de Turquie. Contre toute attente, ces travailleurs vont s'installer durablement, faisant venir leurs familles et participant pleinement à l'essor du pays. Cette immigration a transformé peu à peu le paysage social français et ancré de manière durable la présence musulmane dans l'histoire contemporaine de la France. Jusqu'aux années 70-80, on parle surtout d'immigrés maghrébins, d'immigrés nord-africains, même si déjà la question musulmane est un peu, je dirais, sous-jacente, mais à partir des années 2000, on va islamiser un peu leur identité. C'est-à-dire que la figure de l'immigré, la figure du maghrébin, voire même la figure du jeune descendant de l'immigration maghrébine ou subsaharienne, d'Afrique subsaharienne, va de plus en plus passer à travers la figure du musulman. Parmi ces 3 millions de personnes, il y a ceux qui sont recrutés à l'étranger et qui viennent chez nous sur contrat. Il y a ceux à qui la France est ouverte librement par les accords d'Évian ou les accords de coopération. Et enfin, il y a ceux qui franchissent clandestinement nos frontières. Tous viennent en tout cas renforcer notre main-d'œuvre. C'est vraiment à la fin des 30 Glorieuses, avec ce mouvement, ces immigrations musulmanes, où on a beaucoup d'ouvriers qui vont venir dans les entreprises comme Renault, Talbot. Et là, on va avoir ces premières salles de prière dans les usines françaises. À cette époque-là, le patronat, le MEDEF, fait le pari que si on ramène ces ouvriers musulmans, parce qu'ils sont musulmans, ils ne seront pas syndiqués à la CGT. Et donc, on aura une paix sociale. C'est aussi dans ce contexte qu'on est là. Ce qui fait que toutes les demandes religieuses, la pause pendant le ramadan, manger halal, avoir un espace de prière, n'a jamais posé de problème à cette époque-là. Parce que justement, c'était aussi une manière d'avoir des ouvriers prétendus apolitiques. Voilà. Et donc davantage religieux. Donc on leur permettait, on était très permissif à cette époque-là. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. À partir des années 80, les constructions de salles de prière ou de mosquées s'intensifient. L'islam devient progressivement un sujet de crispation. Mais la religion musulmane fait surtout irruption dans le débat public en 1989 avec l'affaire des foulards de Creil dans l'Oise. Le port du voile par des collégiennes déclenche un questionnement national inédit sur la laïcité, l'école et la place de l'islam en France, marquant un tournant durable dans les représentations et les controverses. On l'appelle l'affaire du foulard islamique ou celle du voile coranique. Elle fait en tout cas grand bruit, cette affaire de Creil, et qui devient maintenant celle d'Avignon, de Marseille, de Montpellier. Les incidents se multiplient. En 2 mots, des jeunes lycéennes musulmanes qui refusent d'aller en classe parce qu'on voudrait les obliger à ôter leur foulard. Jusqu'à ma mort. Je le garderai pour toujours, j'en l'enlèverai jamais. Les 3 jeunes musulmanes du collège de Creil dans l'Oise refusent d'ôter leur voile pendant les cours. Ces élèves n'ont donc pas été admis en classe, le responsable du collège s'en tenant au terme du compromis accepté dans un premier temps par les familles. Et donc, polémique à nouveau. Faut-il légiférer? Le Conseil constitutionnel dit non, c'est la liberté. La laïcité, c'est une loi de liberté. Tout le monde peut avoir sa propre religion. Le dire publiquement, le montrer publiquement, mais la polémique gonfle au fil du temps et ça débouche au XXIe siècle, au début des années 2000, sur une campagne très forte qui va aboutir à la loi de 2004 interdisant le port du foulard par des élèves de collège ou de lycée. En effet, en 2004, la République française tranche. Une loi est votée. Elle interdit dans les écoles, collèges et lycées publics le port de signes religieux dits ostensibles. Les adolescentes musulmanes doivent choisir entre leur scolarité et un vêtement à leurs yeux chargé de sens. Si pour les uns, cette loi de 2004 protège, pour les autres, elle exclut. Globalement, la loi de 2004 a calmé le jeu. Au sens où, d'une part, la très grande majorité
des musulmans s'y sont pliés, et des musulmans, et en l'occurrence des lycéennes musulmanes, hein, puisque c'était elles qui étaient les principales concernées, s'y sont pliés. Et d'autre part, les plus virulents de ceux qui pensaient qu'il y avait un problème, une difficulté, se sont calmés. Il n'y a pas si longtemps, j'étais encore prof en lycée, je voyais très bien comment mes élèves agissaient. Ces jeunes filles, elles enlevaient leur foulard en rentrant dans l'établissement scolaire, et elles remettaient un foulard quand elles sortaient de l'établissement scolaire, quoi. Et ça ne posait aucun problème à personne, à aucun de leurs camarades, à aucun de leurs enseignants, et à personne d'autre. La série d'attentats islamistes qui a frappé l'Hexagone ces dernières années a profondément marqué l'ensemble de la population. Bien qu'ils aient sans ambiguïté condamné ces actes terroristes, les musulmans de France se retrouvent pris dans un étau. Alors qu'ils sont victimes de ces violences au même titre que leurs concitoyens, ils font désormais l'objet d'un soupçon permanent. Le contexte terroriste va renforcer cette appréhension de ceux qui sont pourtant des Français de religion musulmane, de plus en plus à travers le prisme de leur identité religieuse musulmane. En gros, vous êtes français, comme beaucoup de Français, vous êtes de religion musulmane ou de parents musulmans, mais de plus en plus, effectivement, dans le discours médiatique, dans le discours politique, voire même dans d'autres sphères de la société, votre identité musulmane va être mise en avant très souvent, malheureusement, faut-il le déplorer, sur un mode plutôt conflictuel ou problématique, comme si le fait d'être d'une famille musulmane était un problème, non pas pour être français, on l'admet quand même, mais du moins pour être un Français comme les autres. Voilà. Entre 2015 et 2017, la vague d'attentats qui a touché la France a conduit les pouvoirs publics à instaurer des mesures exceptionnelles. Si l'urgence sécuritaire était indéniable, le soupçon à l'égard des musulmans du pays a parfois dépassé le cadre strict de la lutte contre le terrorisme. L'expérience de l'état d'urgence antiterroriste qui a été en vigueur pendant 2 ans, entre novembre 2015 et novembre 2017, est assez emblématique, puisque si on estime à environ 10 000 le nombre de mesures qui ont été prises sur le fondement de la loi d'état d'urgence pendant cette période, il y a une très forte représentation de populations qui ont été l'objet de ces mesures, perquisitions administratives, assignations à résidence, à raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Et alors, très vite, en fait, en janvier 2016, des associations comme Amnesty International, par exemple, dans un rapport qui s'intitulait « Des vies bouleversées », avaient bien montré qu'il y avait un impact discriminatoire. On voit bien que les politiques sécuritaires, comme tous les autres, sont des terrains sur lesquels des glissements et des interprétations extensives et donc injustifiées et discriminatoires sont possibles. Effectivement, le terrorisme n'a pas joué en faveur des musulmans, puisque très souvent, même si on dit oui, d'accord, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment partagé par beaucoup de Français. Oui, d'accord, derrière chaque musulman, il n'y a pas un terroriste, mais quand même, ils ont une petite responsabilité, ils ont mal éduqué leurs enfants, quand même, l'islam a peut-être des germes de violence. C'est dans ce contexte que la notion d'islamophobie refait surface. Si la libre critique d'une religion est tout à fait légitime, la frontière est parfois mince entre cette valeur essentielle de notre République et le traitement différencié des musulmans. En effet, derrière la question sécuritaire se dessinent des ruptures plus anciennes, plus profondes, comme celles qui conjuguent immigration et difficultés du marché du travail. Des fractures qui pèsent lourdement sur l'ensemble de la société française. Je ne crois pas que l'islamophobie soit un simple racisme anti-arabe, mais c'est dans le prolongement du racisme anti-arabe, des discours anti-immigrés des années 70 et surtout 80. Voilà. Et donc, plus la crise sociale s'approfondit, plus il y a des problèmes de concurrence dans le monde du travail. Le fait de posséder un bien matériel comme une maison dans un quartier qui pourrait être habité par des immigrés va susciter du racisme parce qu'on a peur que la valeur de notre bien diminue. Bon, voilà, donc tout ça se mêle et la question de l'islam est un élément dans cette voilà, dans ce magma, on va dire, de rejet, de discrimination, de xénophobie. Donc on ne peut pas isoler totalement la question de l'islamophobie de tous ces phénomènes.
Le problème là, il est celui de l'ascenseur social d'une façon générale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, effectivement, dans cette société, des vrais problèmes de stagnation, hein, de blocage, au fond. Hein. Et cet ascenseur social, tout le monde sait qu'il est un petit peu en panne en ce moment, hein, et que personne ne cherche vraiment à le réparer, quoi. Donc le vrai problème, il est là, essentiellement. Allahu Akbar, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Au niveau, par exemple, de la Commission européenne, il y a un travail qui est en cours sur la définition du racisme anti-musulman. Donc de plus en plus dans les associations... C'est que le légalisme ne suffit pas. Et je pense que la situation est encore plus grave puisque le modérantisme des modérés ne suffit plus. Le débat sur l'islam dans la République ne se réduit pas à la seule question religieuse. Il relève d'un ensemble de facteurs historiques, sociaux, politiques et culturels qui s'entrecroisent et se nourrissent mutuellement avec toujours le même effet, une stigmatisation persistante des musulmans. Pour en comprendre les mécanismes, la Ligue des droits de l'homme a réuni chercheurs et acteurs de terrain lors de 2 journées de réflexion organisées récemment à Paris. La Ligue des droits de l'homme a une vocation universaliste, c'est-à-dire que nous luttons contre toutes les formes de racisme, toutes les formes de discrimination. Donc de ce fait, on a besoin aussi d'étudier de façon spécifique certaines formes de racisme parce qu'elles prennent forcément des formes différentes selon les catégories. On a déjà fait 2 journées sur l'antisémitisme, on fait 2 journées sur l'islamophobie. Il faut en chercher les ressorts historiques, les ressorts culturels, quelles sont aussi les manifestations d'aujourd'hui. Donc c'est important de se poser et de réfléchir 2 jours sur cette question. Les musulmans victimes de discrimination renoncent souvent à solliciter la justice. La Ligue des droits de l'homme les accompagne au quotidien. Il y a un vécu qui est massivement partagé par l'ensemble des personnes identifiées comme arabo-musulmanes dans la société, qui est un vécu d'agression ou de micro-agression, et en revanche une sous-déclaration, donc un sous-traitement judiciaire. Donc c'est pour ça que nous on veut aussi accompagner les gens pour qu'ils connaissent leurs droits et qu'ils se saisissent de ces éléments. Depuis au moins 10 ans, si ce n'est plus, l'islamophobie structure le débat politique à travers plein de questions, notamment la question de l'immigration, mais la question de l'intégration aussi, le déni d'intégration des musulmans. Donc, on voit le rôle très important que ça joue, comment il structure aujourd'hui les discours politiques et en partie les politiques publiques. Ces politiques publiques s'appuient surtout sur la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 pour encadrer l'expression des religions en France. Ce principe juridique de laïcité garantit la neutralité de l'État et la liberté de conscience. Elle est cependant instrumentalisée de manière restrictive et polémique par certains responsables politiques. La laïcité, c'est à la base un triangle. C'est l'égalité, c'est la liberté d'exprimer ses convictions religieuses, de croire, de ne pas croire, puis c'est la neutralité de l'État. Aujourd'hui, peut-être depuis 2015, il y a cette idée qui infuse le débat public, qui est de faire un nouveau triangle, qui est la laïcité, le communautarisme et le séparatisme. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a ce discours qui consiste à associer la laïcité et le terrorisme au motif que le terrorisme aurait pour objet de cibler la laïcité et que la laïcité serait une réponse à toute forme de communautarisme, de séparatisme, voire plus encore de tentatives ou de tentations terroristes. Et c'est précisément cette association entre ces différentes idées qui aujourd'hui est extrêmement préjudiciable pour la liberté. La laïcité, c'est tout simplement permettre la diversité des religions. La laïcité, c'est justement le droit
de tous les citoyens à avoir la religion qu'ils souhaitent et à la pratiquer librement sans que l'État s'en mêle. Donc nous sommes sur cette position qui est la vraie position républicaine, et cette vraie position républicaine est une position d'accueil de tous les gens, de toutes les religions. La laïcité s'est transformée ces dernières années, depuis au moins l'affaire de Creil, de principe juridique de séparation entre les églises et l'État, s'est transformée en valeur identitaire de reconnaissance finalement d'un eux contre un nous. Eh bien, effectivement, ça sert de moyen de distinguer en quelque sorte le bon grain de l'ivraie. Et le soupçon de séparatisme qui a été concrétisé par la loi de 2021, de renforcement des principes de la République, vient en quelque sorte institutionnaliser ce soupçon de séparatisme qui pèse sur les musulmans. Adoptée en 2021 au nom de la défense des principes républicains, la loi dite de séparatisme a apporté une réponse à des menaces réelles. Mais en visant pour l'essentiel les musulmans, elle a amplifié le climat de suspicion généralisée à leur égard. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République. La loi instaure la création d'un délit réprimant la haine en ligne. L'instruction à domicile reste possible avec un encadrement plus strict. L'égalité des droits pour les femmes est confortée pour lutter notamment contre les mariages forcés. Le texte vise aussi à contrôler le financement des mosquées et la formation des imams. Ce qui est sûr, ce qui a beaucoup joué dans la peur d'islam et des musulmans, c'est la montée en visibilité musulmane pratiquante. Ça, c'est clair que ça a joué. Je ne dis pas que c'est la faute, mais effectivement, le fait qu'aujourd'hui, il y ait un islam visible par les signes religieux, par exemple, par les associations, par les fêtes musulmanes, ça n'a rien de répréhensible, mais ça a créé un phénomène de crispation. La piété des musulmans est vécue comme une atteinte à la laïcité. Parce qu'on comprend mal que le principe de laïcité, qui est le principe, enfin un des principes, des points fondamentaux de laïcité, c'est précisément la liberté de conscience. La liberté de conscience, elle doit s'accompagner de la liberté d'expression de sa foi ou de sa non-foi, c'est-à-dire qu'elle doit s'accompagner de la possibilité dans l'espace public de vivre sa foi. Contrairement à ce qu'on dit souvent, la laïcité n'exige pas que la religion soit reléguée dans la sphère privée. Eh bien, ces manifestations de piété sont considérées comme extrêmement attentatoires à la laïcité, ce qui n'est évidemment pas le cas. Dans le débat public, l'islam est souvent réduit à une vision uniforme et archaïque des rapports entre hommes et femmes. Cette lecture simpliste conduit certains agents de l'État à opposer aux musulmans des refus qui détournent le sens de la laïcité. Des discriminations qui fragilisent le rapport de confiance entre les institutions républicaines et une partie des citoyens. Les personnes supposées musulmanes d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne sont supposées être opposées à l'égalité entre hommes et femmes et donc sont renvoyées à une forme d'altérité et se refait à travers les pratiques des agents une différence entre un eux et un nous. Voilà, un nous qui serait exemplaire en matière d'égalité entre hommes et femmes et un eux qui serait opposé à cet enjeu. Si on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé depuis 1905, notamment dans la législation, dans les décisions de justice, eh bien, on constate que systématiquement, le rétrécissement de cette liberté n'a finalement concerné que les femmes musulmanes, puisque à chaque fois qu'on parle de la loi de 2004, de la loi de 2010, de la loi de 2016 sur la loi au travail, la loi de 2021 sur le séparatisme, la proposition de loi en cours d'examen sur la question du sport, ça ne concerne que les femmes musulmanes. Il y a en effet des éléments qui peuvent laisser croire que ce sont les musulmans et en premier lieu les femmes musulmanes qui sont systématiquement mis en cause, et s'il y a un traitement défavorable, c'est toujours vis-à-vis de ces personnes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Confrontés à des discriminations persistantes, y compris dans l'accès à l'emploi ou à l'évolution professionnelle, certains musulmans, souvent très diplômés, choisissent de se tourner vers l'étranger et de quitter la France. Un phénomène qui traduit un sentiment de déclassement et de manque de reconnaissance.
Le livre « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes » en témoigne. Il donne la parole à ces Français qui, malgré leur attachement au pays, ne s'y sentent plus vraiment à leur place et cherchent ailleurs les conditions d'une égalité réelle. C'est très difficile pour des Français musulmans qui pratiquent leur religion de s'épanouir dans la société française, de trouver un emploi qui soit en fait au niveau de leurs compétences et de leur formation, à tel point que pour des femmes qui portent un hijab, par exemple, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de secteurs du marché du travail qui sont complètement fermés. Et on a souvent affaire à des femmes qui, en tout cas, c'est celles à qui on a parlé, qui ont Bac+4, Bac+5, Bac+6, mais pour qui, effectivement, le marché du travail est complètement fermé. C'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui pour un jeune Français, homme ou femme, croyant et pratiquant, ou même tout simplement musulman culturel, c'est-à-dire qu'il ne va pas à la mosquée, il croit mais il ne pratique pas, d'à la fois de défendre une certaine forme d'appartenance à cette religion, mais sans pour autant être assigné à résidence communautaire. En fait, les politiques et les médias, enfin un certain nombre de politiques et un certain nombre de médias, depuis des années maintenant, se livrent à une sorte de ping-pong toxique, en fait, qui cible les musulmans assez souvent directement, d'ailleurs. Et donc, en fait, on a parlé à des gens qui ont quitté la France depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois plus, et qui font référence à ce que ces personnes appellent des petites anecdotes, des petites étincelles, qui font qu'elles ont quitté la France, quoi. En effet, le discours de plusieurs partis politiques et les raccourcis de certains médias façonnent les représentations communes. Dans l'opinion publique, toutes les thématiques sont confondues. Elles conjuguent sans nuance immigration, sans-papiers, banlieue, délinquance, narcotrafic et islam. Pour les musulmans qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour être des citoyens exemplaires, la pilule est souvent dure à avaler. Il y a un sentiment très ambigu, très ambivalent, très clivé vis-à-vis de la France. Un sentiment d'admiration et de gratitude de gens qui vont nous dire bah oui, moi j'habite aux États-Unis, j'habite au Canada, j'habite à Dubaï, et si j'avais grandi ici, vu le milieu social dont je suis issu, jamais j'aurais pu faire les études que j'ai pu faire en France. On a joué le jeu de la méritocratie à la française, on a fait de longues études, on a beaucoup travaillé, et en fait, finalement, on n'a pas été reconnu à notre vraie valeur, quoi. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله La République demande à juste titre aux citoyens musulmans d'être fidèles à ses valeurs et à ses lois. Ces derniers sont spontanément et sans réserve attachés à ces principes. Pourtant, l'accusation permanente de communautarisme pèse sur les relations entre la société et cette population. Et au final, les musulmans ont le sentiment de ne jamais en faire assez. Il n'y a pas pire comme attitude que celle qui consiste à demander aux musulmans de se montrer, au fond, plus royaliste que le roi, plus patriote que les patriotes, plus légaliste que la loi, enfin, toutes ces choses qu'on voit régulièrement apparaître, hein, ces espèces de sommations ou de mise en demeure, au fond, des musulmans, de se montrer à la hauteur. C'est que finalement, on dit le communautarisme musulman, mais peut-être les musulmans, c'est peut-être paradoxalement la communauté qui est la moins communauté, les musulmans qui sont les moins communautaires. Or là, il y a une régression totale depuis une vingtaine d'années, alors qu'on ne cesse de parler de république et de laïcité, c'est que tous les discours publics de certains intellectuels, de certains politiques et malheureusement de certains médias, c'est au contraire de recommunautariser chaque fois les musulmans. On peut avoir un sentiment d'appartenance, de co-appartenance, et pourtant ne pas considérer qu'on forme une communauté séparatiste dans la République, mais au contraire une communauté de foi pleinement dans la République en tant que citoyen, et en tant que citoyen français et non pas citoyen communautaire, si je puis dire.